De retour dans cette troisième partie de Sarthe et moi de la Chour avec Yannick Lefebvre. Ça va bien? Tout à fait. Conteur sartois, on en parle évidemment dans quelques instants, mais dans cette troisième partie, on fait un focus sur ceux qui font la Sarthe avec Roger Boulet. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes auteur de ces nouveaux contes sartois, Girasol, Nigredo et le Basilic. On en parle dans quelques instants. Et puis à côté de vous, un patoisant. Fernand Lejar, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on va notamment expliquer le verbe bâconner. Oui. Entre autres. Entre autres. Parce qu'il y a plusieurs mots évidemment qu'on découvrira dans quelques instants. Et on commence par la Sarthe vue par. Alors Roger Boulet, on va évidemment parler de ces nouveaux contes sartois, mais je voulais parler de vous pour commencer. Vous êtes ethnologue, sociologue, ancien professeur de l'école du Louvre. Vous avez aussi travaillé au Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie à Paris. Vous étiez en charge des collections océaniennes. Puis, donc à la base vous êtes sartois. Oui. Et vous êtes revenu il y a 10 ans du côté de Torcé-en-Vallée. C'est ça qui va donner l'idée d'écrire ces contes. Oui. Torcé-en-Vallée, ça vous a inspiré, mais c'est avant tout des légendes que vous avez créées à travers ces contes. Ce sont des contes qui ont pris... il y a un fait très curieux à Torcé-en-Vallée, c'est que quand il y a un pèlerinage important, le 2 juillet, qu'on appelle la Juillette, et au cours de ce pèlerinage, on vend, depuis, comme on dit, des temps immémoriaux, on vend du basilic, la plante, le basilic. Et donc, mon métier passé m'a fait m'interroger sur la présence de cette plante en vente à la sortie de l'église. Et j'ai commencé à me renseigner sur la chose. Évidemment, quand vous faites ce genre d'enquête, quand vous demandez aux gens une explication, on vous dit ben, on fait ça depuis toujours, mais on vous éteint absolument, on ne sait pas pourquoi. Donc j'ai essayé de recoller des morceaux en regardant et des archives et puis des choses plus amusantes aussi, pour finir par en faire des contes. En m'inspirant des lieux plus que des personnages. C'est ça, les lieux on les retrouve, hein. Le dolmen de Torcé appelé le palais de Gargantua, on a l'église dédiée à la Vierge Marie, la Vive Parence. Vous expliquez que dès le XIe siècle, Torcé-en-Vallée était un lieu de vénération de la Sainte Vierge. Oui, c'est un pèlerinage, un des plus anciens pèlerinages de la Sarthe, et qui a eu jusqu'avant-guerre un succès considérable. Enfin, on a compté au XIXe siècle jusqu'à 20 000 pèlerins à Torcé-en-Vallée. Et ce pèlerinage est tombé peu à peu en désuétude, mais il a été relancé il y a une dizaine d'années. Et chaque année, le 2 juillet, le jour de la Juillette, on a le pèlerinage qui va du dolmen à l'église. C'est ça. Et qui relie le monde infernal du dolmen et du basilic à la Vierge Marie, qui est la tueuse de basilic, bien entendu. Il faut tout révéler évidemment, il faut laisser les gens découvrir l'ouvrage. Entendu, oui. Un ouvrage de conte comme celui-ci, Yannick, c'est quelque chose qui peut être inspirant. Bah oui, tout à fait. Hein. C'est important. On a un peu négligé, nous, dans nos sociétés, l'imaginaire. Effectivement, retrouver des racines à travers des histoires, moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Et puis ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas fait seulement qu'écrire ces contes, vous avez illustré aussi les images. C'est vous avez tout fait. Oui. J'ai écrasé du pastel. Vous avez écrasé du pastel. Et vous avez un atelier à Torcé-en-Vallée. Oui, c'est ça. Votre propre atelier qu'on peut visiter. Oh, bien sûr, oui. Vous êtes le bienvenu. C'est dans une ancienne cantine, c'est ça? C'est l'ancienne cantine de l'ancienne école qui est juste en face et qui sera bientôt réaménagée. Et puis on parle aussi de votre activité. Vous organisez une 4e exposition pour le Quai Branly pour mai 2018. C'est dans quelques jours cette histoire? Le 22 mai, oui. Une vingtaine de jours avant cette exposition? Une exposition dont le titre sera le magasin des petits explorateurs et qui va essayer de montrer au public de quelle manière on a enseigné, entre guillemets, ou fait découvrir aux enfants depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours le monde, les autres mondes, l'ailleurs, les autres peuplades. Bon, direction le Quai Branly, en tout cas personnellement j'irai évidemment découvrir. Et pour la gouverne de nos téléspectateurs, vous avez été le commissaire de l'exposition Tarzan qui avait lieu au Quai Branly et qui est venu au Carré Plantagenet en 2010. Oui. Est-ce que vous avez d'autres contes en préparation
Est-ce que ça vous a donné envie d'en créer Quand j'ai un peu d'autres? de temps au milieu de ces expositions, je suis en train de faire quelque chose qui est la suite de ça, parce que ce pauvre dolmen de Torcé-en-Vallée, se trouvant un peu esselé, va venir rendre visite, ou c'est plutôt celui qui est au pied de la cathédrale du Mans qui va venir rendre visite à son petit pote de Torcé-en-Vallée, en traversant toute la zone commerciale, et il a beaucoup de mal à rejoindre l'église de Il y a Torcé. l'histoire de Corbeau, c'est ça? Oui, il y a les corbeaux Bon. qui l'aident beaucoup. Bon, vous viendrez pour en parler de ces nouveaux comptes, évidemment. Bien sûr. Est-ce que vous parlez patois? Pas du tout, mais Pas du tout. j'ai été baigné dans un monde de mots patois. D'ailleurs, j'en utilise quelques-uns. Oui, il y a un petit Il glossaire me à la semble fin. bien, hein. Il y en a certains comme Bouinet, est-ce que c'est du patois? Oui, c'en est. Hein. Tenez, hein, c'est Plein de bien petits ça. mots secs intéressants. Du coup, vous expliquez ce vocabulaire parce que les histoires, c'est contes, il y a du vocabulaire riche. C'était Merci. important. Oui, ça c'est vrai. Pour expliquer Oui, donc, les choses. Il y a du vocabulaire, il y a quelques mots de patois que j'ai entendus moi dans ma jeunesse. Hein. Bouiner, qu'est-ce que tu bouines, qu'est-ce que tu fous, quoi, Ouais, parce évidemment. que- Est-ce que vous connaissez le verbe bâconner? Ah non, je vais l'utiliser certainement la prochaine fois. Eh ben, c'est Fernand Lejar qui nous les explique dans le patois de la semaine. Bon, on commence par le premier mot, c'est la mythe. La mythe. La mythe. Alors, la mythe, tout simplement. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc la mythe? C'est non pas celle qui vient manger Qui vient les vêtements. Les vêtements. Non, la mythe, c'était le nom que l'on donnait aux chattes. Mhm. La femelle du chat, donc, dans les fermes. J'ai toujours entendu dire, bah, où est la mythe? Bah, dis donc, va donc dire à la mythe, comment tu vas la chercher, tu la mets dans le grenier, parce qu'il y a plein de souris, là. La mythe, et c'est en fin de compte l'éponyme même du vieux mot de Languedoc qui indiquait le nom de la chatte, la mythe. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Et ça a donné chasse-mythe. Bien souvent, j'entendais les anciens qui disaient à un plus jeune, de Stella, tu vas faire attention, c'est une chasse-mythe. Quelqu'un qui est plus ou moins doucereux, qui est hypocrite, vous voyez un petit peu. Et d'ailleurs, Molière a écrit dans Le Dépit amoureux que maudit soit l'amour et les filles maudites qui veulent en tâter et font les chasse-mythes. Deuxième mot? Le fameux bâconner, le verbe bâconner, et qui vient de bacon, 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 comme on peut dire. Plutôt l'inverse. C'est l'inverse. C'est plutôt bâconner qui vient de bacon. Alors, bacon, oui. Yannick, vous avez une idée? Bacon? Bah, connais, non, je vois pas. Le bacon, c'est tout simplement le jambon. Ce mot, qui est un vieux mot de Languedoc, bacon, moi la première fois où j'ai entendu parler de jambon, je devais avoir 12 ou 13 ans, je ne me souviens plus très bien, de jambon, oui, 12 ou 13 ans, parce que tout le temps, mon grand-père disait, ou ma grand-mère disait à mon grand-père ou à ma mère, va donc dans le fumoir chercher un bacon, il n'y en a plus. C'était le jambon. C'est parti en Angleterre, avec bien sûr l'invasion des Français là-bas. Et il nous revient, et les Français aujourd'hui qui ignorent totalement que c'est un mot bien français, ne vont pas dire du bacon, mais du bacon. Mais du bacon, évidemment, moi, c'est ce que je dis. Et bâconner, c'était tuer le cochon. C'était le dépecer, on tuait le cochon, on bâconnait. Bon, un dernier petit mot pour finir. Le cottage ou le paumé? Qu'est-ce que... Le cottage, je peux t'en parler en deux secondes. C'est parti. C'est parti. Le cottage, encore une fois, ça, c'est un mot qui est parti de l'autre côté, qui nous revenait, qu'on va prononcer cottage. Alors qu'un cottage, c'est tout simplement une petite maison qui se trouve dans un champ, où il y a un petit courtil autour, un jardin, et c'est tout. Hein, c'est tout. On garde le dernier pour la prochaine fois? Ben, je peux te le... Allez, le paumé, on y va, c'est parti. Quand même. Alors, le paumé, parce que je t'ai amené du paumé. Ah. Alors, le paumé, c'est un mot d'origine de Languedoc, encore une fois. Ne pas confondre avec le pommeau. Le paumé, c'est tout simplement, on prend du jus de pomme sorti du pressoir, on l'amène à ébullition, on met les pommes dedans quand ça bout, et pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 heures, 11 heures, suivant la quantité, on mouve, on touille, jusqu'à temps qu'il soit complètement revenu, et ça fait une confiture. Waouh. Voilà. Et il n'y a pas un gramme de sucre. Ah oui.
Donc c'est bon pour la santé. Je vais te le donner. Ah merci. Il n'y a pas un gramme de sucre, pas du tout. Et ça se conserve comme le miel à vitam aeternam. Donc direction de Châtel-en-Saunoise si vous voulez vous procurer... Oh non, vous allez à Jouer-l'Abbé au mois de novembre, il y a la fête du pommet. Surtout, n'hésitez pas à y aller. Et ça a donné d'ailleurs pommade. Hein. Ça a donné onguent pommade. Enfin bon, on pourra en reparler plus tard parce que tu me fais Merci Fernand, en tout cas, merci Roger d'avoir été sur le plateau. Oui, et tu reviendras pour reparler encore patois. Absolument. Avec grand plaisir. J'espère bien quand même. Ah oui, moi aussi j'espère. Fait magazine. Ah oui. Le magasin des petits explorateurs vient a donné en anglais le magazine. Exactement. Mais nous on parle français sur le plateau. Merci en tout cas, c'est l'heure des 5 dernières minutes. Et Yannick, on parle évidemment de vous, vous êtes conteur depuis toujours, c'est une passion qui existe, vous êtes breton à la base. Oui, bon, c'est ça, oui. Quand on entend des histoires, des contes, on a envie de les raconter après, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qui vient de très loin. Ça, c'est sûr que c'est peut-être aussi un manque de langage aussi, à l'origine, un manque de parole, puisque moi j'étais une famille de gens qui parlaient pas beaucoup. Et peut-être que moi, en tant qu'enfant, j'avais envie effectivement de m'exprimer. Mais ça a beaucoup évolué ce métier de conteur aujourd'hui. Maintenant, des conteurs, des conteuses, on en trouve partout. Oui, c'est vrai que ça a pris une ampleur extraordinaire. Oui, mais pourtant, c'est un véritable métier. Tout le monde ne peut pas s'improviser conteur ou conteuse. C'est toujours délicat, de dire qui est conteur, qui l'est pas, etc. Bon, moi, l'expérience de conteur que j'ai eue une fois, c'était un monsieur qui devait avoir 80 ans, qui avait une toute petite voix très fluette et qui racontait sa guerre de 14-18. Et je voyais, il y avait 200 enfants qui étaient assis là et qui écoutaient. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose là d'incroyable. C'est-à-dire que quand on est vraiment présent à ce qu'on a envie de dire, eh ben, je dirais, c'est ce que... On a envie de faire des images, et je crois que le public, justement, quand il se fait des images, ben c'est là que je dirais peut-être que c'est comme ça qu'on peut caractériser une conteuse ou un conteur, c'est quand justement le public tout d'un coup se fait ses propres images. Chacun se fait ses images avec des mots. Et vous me le disiez, les contes, ça existe dans toute société, c'est un lien entre toutes les sociétés contemporaines ou plus anciennes. Un petit peu d'ethnologie, c'est vrai que dans toutes les sociétés, dans toutes les tribus, partout, il y avait des contes. Et je pense que c'est ce qui permettait de fédérer un groupe. Et moi, en tant que conteur, je m'aperçois qu'effectivement, quand je vais compter dans une classe, par exemple, de maternelle, on voit le groupe qui se constitue autour d'histoire. Ça fait histoire. C'est une problématique aujourd'hui. Tout part dans l'imaginaire, et l'imaginaire fait histoire. Quoi. Avec les enfants d'aujourd'hui qui sont confrontés à ce grand nombre d'images, il faut réinstaller les choses, parfois plusieurs séances, vous m'expliquez. Oui, les images se font avec des mots, c'est pas pareil. C'est pas les images qui se font avec des images, c'est les mots qui font que l'enfant se fait ses propres images. Et ce sont ses images. C'est ça que je trouve intéressant. Et les prochains projets, parce que vous avez de nombreux projets, c'est les vacances scolaires ? Oui, on s'est aperçu. Bon, le conte, disons, il a été destiné à la petite enfance. Voilà. Bon. Après, il y a eu Walt Disney, le cinéma, etc. etc. Et puis, tout d'un coup, on s'aperçoit que là, il y a vraiment un manque au niveau justement de l'imaginaire des enfants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut, à mon avis, justement, raconter des histoires. C'est ça qui s'est mis en place. Et on s'aperçoit que si par exemple je dis que je viens comme conteur pour raconter des histoires entre 7 ans et 15 ans, personne ne vient. C'est-à-dire que les histoires maintenant ne s'adressent qu'aux petits-enfants, 0,3, 3,6, 3,7. C'est ça qui est incroyable. Et en fait, les parents et les grands-parents sont très, très demandeurs. Donc, au théâtre du Passeur, donc, pour le nommer, on a beaucoup de succès parce qu'il y a beaucoup de monde qui viennent, qui amènent leurs enfants pour que leurs enfants, leurs petits-enfants écoutent des histoires. Ça leur semble important. Effectivement, ça me semble essentiel. Vous êtes conteur, mais aussi auteur, notamment du petit traité du bon usage des contes. Là, c'est pour aider les gens. Voilà, disons qu'à un moment donné, comme il y a une pratique comme ça qui est peu connue en fait, on s'aperçoit qu'effectivement il y a quand même des informations pour les humains qui sont importantes. Donc j'ai voulu transmettre ces informations-là à travers 3 livres. Le premier, c'est je relate un peu mon métier de conteur. Dans le deuxième, ça m'a amené à qu'est-ce que c'est que la parole, qu'est-ce que c'est que parler, qu'est-ce que c'est qu'échanger. Et ça m'a amené après à me dire, dans les contes en fait, que j'appelle des frères Grimm, qu'on appelle des frères Grimm. Alors ce ne sont pas les frères Grimm, ils n'ont pas inventé de contes, ce sont des femmes qui ont apporté tous ces grands contes qu'on connaît, Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, etc. Ce sont des femmes qui ont raconté ces histoires-là, que les frères Grimm ont transcrites, et maintenant on dit que ce sont des contes de Grimm, mais non, ce sont des contes de femmes.
Vous reviendrez sur le plateau pour nous parler de ces différents projets et de cet ouvrage en préparation aussi, évidemment. La dernière idée, c'est mais comment on peut, je dirais, grand mot, mais changer le monde en fait. Et moi, je pense qu'effectivement, on peut changer le monde à travers les histoires. Puisque les sociétés se constituaient autour des histoires, nous, il y a une disparition de l'histoire, une disparition de l'imaginaire qui est quand même assez catastrophique. Peut-être, de façon un peu utopique, à nouveau, relancer cet imaginaire. D'ailleurs, on entend ça partout. On dit l'Europe, monde imaginaire, le monde imaginaire. Peut-être qu'il y a là tout un chemin possible à partir justement des imaginaires du monde entier. Merci beaucoup Yannick Lefebvre, on fera travailler notre imaginaire et vous serez le bienvenu évidemment. Merci de m'avoir accompagné durant cette heure. Merci à vous, c'était un vrai plaisir. Bien évidemment. Merci à vous aussi de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Sarthe et Moellans. On se donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour un tout nouveau numéro. Bonne soirée à vous et je vous embrasse, bonne soirée.